Mon fils de 12 ans s'est réveillé en se plaignant de maux de tête. En regardant son oreiller, j'ai eu froid dans le dos, il y avait des taches de sang. J'ai couru aux urgences. Le médecin m'a regardé sérieusement et a dit calmement, « Madame, il faut signaler cela à la police. » Je me suis précipité au commissariat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison blanche à 2 étages, à l'angle d'un quartier résidentiel de la banlieue de Dayton, dans l'Ohio, Diane Foster s'affairait à sa routine matinale. Mère célibataire, elle travaillait comme infirmière à l'hôpital de Miami Valley. Tout en préparant le déjeuner de son fils Jacob dans la cuisine, elle n'arrêtait pas de jeter un œil à l'horloge. Une autre garde matinale l'attendait aujourd'hui. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait perdu son mari, David, dans un tragique accident de voiture, et depuis, Diane élevait seule son fils de 12 ans. Elle se souvenait encore très nettement de cette nuit-là. Par une soirée pluvieuse, David rentrait de sa garde de nuit lorsqu'un conducteur ivre a franchi la ligne médiane et l'a percuté de plein fouet. Lorsqu'elle s'est précipitée à l'hôpital, il était déjà trop tard. À partir de ce jour, la vie de Diane a complètement changé. Sans avoir le temps de faire son deuil, elle a dû se montrer forte pour son fils. Elle alternait les gardes de jour et de nuit, ne manquait jamais les événements scolaires et était toujours présente pour encourager Jacob lors de ses matchs de baseball. Ses collègues infirmières disaient « Tu es une mère si merveilleuse » et les voisins louaient son dévouement. Cependant, au milieu de ces journées bien remplies, Diane se sentait parfois seule. Tard le soir, s'asseoir seule avec un café et se remémorer ses souvenirs avec David était à la fois son unique réconfort et son moment le plus douloureux. Le tournant s'est produit il y a 1 an lorsqu'elle a rencontré Greg Harrison, qui travaillait au service des ressources humaines de l'administration de l'hôpital. Il avait perdu son ex-femme des suites d'une maladie et comprenait profondément la situation de Diane. Avec son sourire doux et sa manière calme de parler, il a progressivement fait fondre les murs qui entouraient le cœur de Diane. Dès le début, Greg a montré une attention particulière à Jacob. Chaque fois qu'il le croisait dans les couloirs de l'hôpital, il le saluait et écoutait ses histoires sur l'école. Quand il a appris que Jacob adorait le baseball, il l'invitait parfois à des matchs professionnels. Diane était touchée par la gentillesse de Greg, et son fils a progressivement ouvert son cœur à ce nouvel homme dans leur vie. 6 mois après le début de leur relation, Greg a demandé Diane en mariage. « Je veux vous protéger, toi et ton fils. Je veux construire une nouvelle famille ensemble », a-t-il dit avec un regard sérieux. Diane a accepté sa demande en larmes. Le mariage fut modeste mais chaleureux. Jacob a servi de porteur d'alliance et Greg lui a fait une promesse spéciale. « Je ne pourrai peut-être jamais remplacer ton père, mais je promets de t'aimer et de te protéger. » À ces mots, Jacob a appelé Greg « Papa » pour la première fois. Il y a 6 mois, après leur mariage, Greg a emménagé dans leur maison. Au début, Jacob a montré une certaine confusion. Mais à mesure que Greg l'emmenait au baseball tous les week-ends et l'aidait patiemment à faire ses devoirs, leur relation s'est progressivement approfondie. Les voisins considéraient également Greg comme un beau-père idéal. Il assistait toujours aux événements scolaires et participait activement aux réunions de l'association des parents d'élèves. Les collègues de Diane disaient « Tu as vraiment un mari merveilleux. Je suis tellement jalouse. » Leur vie de famille semblait se dérouler sans accroc. Greg était bon cuisinier et préparait le dîner en attendant Diane lorsqu'elle travaillait de nuit. Il participait activement aux tâches ménagères. Pour la première fois depuis longtemps, Diane vivait des jours épanouissants à la fois en tant que femme et en tant que mère. Les notes de Jacob s'amélioraient. Il se faisait plus d'amis et vivait heureux. « Nous sommes vraiment devenus une famille heureuse, n'est-ce pas ?» a dit Jacob à Diane un soir, et elle s'est sentie véritablement soulagée. La tristesse de la perte de David ne disparaîtrait jamais, mais elle avait trouvé une nouvelle forme de famille, entourée d'amour. Greg équilibrait également bien son travail et sa vie de famille, et même avec son emploi du temps chargé, il se souciait toujours de Jacob. « Ton travail est exigeant, alors laisse-moi m'occuper des affaires de la maison », disait gentiment son mari, et Diane se sentait vraiment bénie. Quelques mois plus tard, Diane a commencé à remarquer de petits changements chez son fils. Quand Jacob rentrait de l'école, il disait souvent « Je suis fatigué » et s'allongeait sur le canapé. Auparavant, il jouait dehors avec ses amis ou profitait des jeux vidéo après avoir terminé ses devoirs. Mais récemment, il voulait se reposer dès son retour à la maison. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jake ? Tu te sens malade ?» demanda Diane, inquiète. Son fils secoua la tête en répondant « Je suis juste fatigué ». Diane se persuada que c'était courant chez les enfants en pleine croissance.
Il grandissait soudainement et, avec l'approche du collège, il pouvait être anxieux face aux changements à venir. Greg était également préoccupé par l'état de son fils. « Si Jake est fatigué, passons les week-ends à nous détendre à la maison », suggéra-t-il. Au lieu de leurs habituelles sorties dans les centres commerciaux ou au cinéma, ils ont commencé à passer des week-ends plus tranquilles à la maison, en famille. Diane était reconnaissante de la prévenance de son mari. Un samedi matin, Greg a fait une suggestion spéciale. « Il fait beau, alors allons pique-niquer pour la première fois depuis un moment. Jake ne se sent pas bien ces derniers temps, donc l'air frais lui fera sûrement du bien. » Diane a accepté et ils se sont tous les trois dirigés vers un parc d'État voisin. À leur arrivée au parc, Jacob a affiché une expression radieuse pour la première fois depuis longtemps. Il a pris une grande inspiration sous le ciel bleu et a dit avec un sourire, « L'extérieur fait vraiment du bien. » Greg a immédiatement sorti des gants et une balle, disant « Allez, entraînons-nous au lancer pour la première fois depuis un moment », en invitant son fils. Diane a étalé une couverture de pique-nique sur l'herbe et a regardé son mari et son fils jouer à la balle tout en préparant des sandwichs et de la limonade. Greg corrigeait soigneusement la posture de son fils, et Jacob s'entraînait avec enthousiasme au lancer. Cette scène était exactement ce à quoi ressemblait une famille idéale. « Maman, on est comme une vraie famille, n'est-ce pas ?» a dit Jacob en accourant pendant une pause, et les larmes ont monté aux yeux de Diane. Les paroles de son fils étaient exactement ce qu'elle avait espéré depuis si longtemps. Greg a également souri et a répondu « Nous sommes une vraie famille, Jake », en tapotant doucement la tête de son fils. Ce soir-là, Jacob a montré de l'appétit pour la première fois depuis un moment et a mangé tout le dîner que Diane avait préparé. La journée était amusante. « Allons de nouveau pique-niquer un de ces jours », a-t-il dit avant de s'endormir plus tôt que d'habitude. Diane et Greg étaient soulagés, pensant que la fatigue de leur fils n'avait été que passagère. La gentillesse de Greg se manifestait dans tous les aspects de leur vie quotidienne. Les jours où Diane travaillait de nuit, il préparait toujours le dîner et mangeait avec Jacob. Il préparait également le petit déjeuner et accompagnait son fils à l'école avant de partir travailler. Pendant les devoirs, il s'asseyait à côté de lui, résolvant des problèmes de mathématiques ensemble ou l'aidant à chercher des documents pour ses exposés d'histoire. « Tu as un travail si exigeant, alors laisse-moi m'occuper de la maison », disait gentiment Greg. Les gardes de nuit à l'hôpital étaient épuisantes physiquement et mentalement, et Diane n'aurait pas pu continuer sans le soutien de son mari. Ses collègues infirmières disaient aussi avec envie, « Tu as tellement de chance d'avoir un mari aussi compréhensif. » Greg participait également activement à la vie scolaire de son fils. Il assistait toujours aux réunions parents-professeurs et entretenait de bonnes relations avec le professeur principal. Il ne manquait jamais les matchs de baseball de Jacob et était salué par les autres parents comme un beau-père merveilleux. Un soir, en rentrant de sa garde de nuit, Diane a trouvé Greg et Jacob en train de jouer à des jeux de société dans le salon. Tous deux riaient et s'amusaient. « Bon retour à la maison, Diane. Jake et moi avons préparé le dîner et nous t'attendions », a dit Greg en se retournant. Une soupe chaude et une salade étaient prêtes dans la cuisine. « Merci. Ça m'aide vraiment », a dit Diane. Et Jacob a également rapporté joyeusement « Bon retour, maman. Greg m'a appris à cuisiner. » À cet instant, Diane s'est sentie sincèrement heureuse. Depuis la perte de David, elle n'aurait jamais cru pouvoir revivre des moments familiaux aussi chaleureux. Les week-ends, la famille de trois profitait de diverses activités ensemble. Ils allaient au musée, participaient à des festivals locaux ou allaient parfois au cinéma. Greg trouvait toujours des sujets qui intéressaient Jacob pour animer les conversations, et son fils semblait vraiment apprécier le temps passé avec son beau-père. À mesure que l'automne avançait, la fatigue de Jacob semblait s'améliorer. Ses résultats scolaires étaient stables et ses relations avec ses amis étaient bonnes. Le professeur principal a rapporté « Jacob participe très calmement en classe ces derniers temps ». Diane pensait que le mauvais état temporaire de son fils avait été une période d'adaptation à leur nouvelle structure familiale. Sa relation avec Greg s'approfondissait également de jour en jour. Il ne ramenait jamais le stress du travail à la maison et mettait toujours sa famille en premier. Quand Diane était fatiguée, il lui massait le dos ou lui préparait sa tisane préférée. « Toi et Jake, vous avez changé ma vie », disait-il parfois. Les voisins observaient également avec bienveillance cette nouvelle famille. Madame Johnson, la voisine, disait « Greg est vraiment un homme bien. C'est merveilleux que Jacob ait l'air si heureux. » Etta Jem Thompson, de l'autre côté de la rue, le louait en disant « On ne trouve pas souvent un beau-père aussi idéal. » Plusieurs mois ont passé et la vie de famille de Diane semblait complètement stable.
Jacob allait à l'école avec énergie et faisait plus de projets avec ses amis. Les week-ends, il a recommencé à jouer activement dehors et à retrouver son entrain d'antan. Sa relation avec Greg était également bonne, et leur conversation en famille était devenue naturelle et agréable. Diane pensait vraiment que se marier avait été la bonne décision. Elle était libérée de la pression d'élever seule son fils et pouvait à nouveau connaître la joie de construire un foyer en coopération avec un partenaire. Elle voulait remercier Dieu d'avoir pu rencontrer un homme aussi merveilleux que Greg. Un matin d'octobre, Diane était dans un sommeil léger, enveloppée par la fatigue de sa garde de nuit. Vers 7 heures, elle a entendu la voix de Jacob depuis le couloir. C'était une voix faible, différente de d'habitude. « Maman, j'ai mal à la tête. » Diane s'est réveillée, a rapidement enfilé sa robe de chambre et s'est dirigée vers la chambre de son fils. Jacob grimaçait en se tenant la tête à deux mains, et son teint semblait pire que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas, Jake ? Tu allais bien hier soir ?» a dit Diane d'une voix de mère inquiète en s'asseyant au bord de son lit. « Ça a commencé à faire mal la nuit dernière. Quand je me suis réveillé ce matin, c'était bien pire, » répondit Jacob douloureusement. Lorsque Diane a posé sa main sur le front de son fils, il semblait avoir une légère fièvre. Pensant que c'était peut-être le début d'un rhume, elle s'apprêtait à prendre la boîte à pharmacie. « Je vais t'apporter des médicaments, repose-toi encore un peu, » dit-elle en commençant à se lever, lorsqu'elle jeta un coup d'œil au lit de son fils. L'instant d'après, le sang de Diane se glaça. Il y avait clairement des taches de sang sur la tête d'oreiller blanche. C'étaient de petites taches, comme des points, dispersées à plusieurs endroits, pas seulement dans une zone. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un saignement de nez, mais il n'y avait aucun signe de saignement du nez de Jacob. « Jake, qu'est-ce que c'est ? Tu t'es blessé quelque part ?» a demandé Diane à son fils d'une voix agitée. Elle entendait sa propre voix trembler. Jacob secoua la tête, confus. « Je ne sais pas. C'est en dormant que j'ai remarqué qu'il y avait du sang. » Diane a rapidement examiné la tête de son fils. Même en écartant ses cheveux pour regarder son cuir chevelu, elle ne trouva aucune blessure superficielle. Cependant, en y regardant de plus près, elle a remarqué ce qui semblait être de petites marques de piqûres sur son cou. Elles ressemblaient à de minuscules points rouges, comme faits par des aiguilles d'injection. L'expérience de Diane en tant qu'infirmière a tiré la sonnette d'alarme. Ces marques semblaient clairement artificielles. Elles n'étaient pas naturelles. Au bord de la panique, Diane a essayé de rester calme. Elle a d'abord pensé à consulter son mari et à appeler Greg. Mais il n'y a eu aucune réponse. Quand elle est allée dans le salon, il était déjà parti travailler. Un mémo était laissé sur la table de la cuisine, écrit d'une écriture soignée, « Je suis parti tôt pour une réunion. Prends soin de Jake. Avec tout mon amour, Greg. » Diane est retournée dans la chambre de son fils et a examiné la situation plus en détail. Elle a découvert que non seulement l'oreiller, mais aussi les draps avaient de petites taches de sang. Et elle a trouvé quelque chose comme une petite boule de coton tombée à côté du lit. Cela ressemblait à des tampons d'alcool médicaux. « Jake, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel la nuit dernière ? Quelqu'un est venu dans ta chambre ?» a demandé Diane à son fils. « Je ne me souviens pas. Enfin, je dormais très profondément, mais j'ai l'impression que quelqu'un était dans la chambre au milieu de la nuit. » « Mais c'était peut-être un rêve, » répondit vaguement Jacob. Les connaissances de Diane en tant qu'infirmière et son instinct de mère l'ont simultanément alerté d'un danger. Ce n'était pas une simple coïncidence ou un accident. Quelqu'un avait intentionnellement fait quelque chose à son fils. Au moment où cette pensée lui a traversé l'esprit, elle a frissonné. « Jake, habille-toi. Nous allons à l'hôpital tout de suite, » a décidé Diane. Son fils a hoché faiblement la tête et s'est changé avec l'aide de sa mère. En conduisant, l'esprit de Diane était en ébullition. Qui ferait une chose pareille à son fils ? Pourquoi ? Comment sont-ils entrés dans la maison ? Où ? Et c'était quelque chose à quoi elle ne voulait pas penser. Quelqu'un de la famille était-il impliqué ? Lorsqu'ils sont arrivés aux urgences de l'hôpital de Miami Valley, le médecin de garde a immédiatement emmené Jacob dans une salle d'examen. Diane, inquiète, a été réconfortée par ses collègues pendant qu'elle attendait anxieusement les résultats dans la salle d'attente. 30 minutes plus tard, le docteur Peyton est sorti de la salle d'examen avec une expression grave. Il était également un collègue de Diane et un médecin qui parlerait franchement de l'état de son fils. « Diane, parlons dans une pièce privée, » dit-il doucement. D'après son expression, il était clair que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Amené dans une pièce privée, le docteur Peyton a fait face à Diane avec une expression sérieuse. « Diane, c'est très difficile à dire, » a-t-il commencé.
L'analyse de sang de Jacob a détecté une réaction médicamenteuse. C'est un composant de somnifère, et les marques sur son cou proviennent clairement d'aiguilles d'injection. De plus, à en juger par les valeurs sanguines, ce n'était pas un événement isolé. Quelqu'un lui administre probablement des médicaments depuis une longue période. Diane était sans voix. Son esprit s'est vidé, et les mots du médecin semblaient venir de loin. Ce n'est pas possible. Qui ferait ça? Pourquoi? Dit-elle d'une voix tremblante. Diane, médicalement, c'est un cas de maltraitance infantile. Selon la loi, nous devons le signaler immédiatement à la police. Même si vous ne le faites pas, nous sommes tenus de le faire, a expliqué le docteur Peyton d'un ton ferme. Le monde de Diane semblait s'effondrer. Il y a quelques heures à peine, elle croyait vivre une vie de famille heureuse. Tout s'était transformé en cauchemar en un instant. Qui ferait une chose aussi horrible à mon fils? Murmura Diane en larmes. C'est à la police d'enquêter. Pour l'instant, la sécurité de votre fils est la priorité absolue. Il n'est pas en danger de mort immédiat, mais les effets du médicament causaient probablement son mauvais état de santé persistant. Diane a sorti son téléphone portable avec des mains tremblantes et a composé le 911. Police, s'il vous plaît. Mon fils semble avoir été blessé par quelqu'un, a-t-elle dit en pleurant au téléphone. Après avoir raccroché, Diane s'est immédiatement rendue de l'hôpital au poste de police. Lorsqu'elle a expliqué la situation à l'accueil, l'inspecteur Victor et l'inspecteur Harper, spécialistes de la maltraitance infantile, ont immédiatement réagi. Madame Foster, calmez-vous d'abord. Racontez-nous en détail la situation de votre fils, a dit doucement l'inspecteur Victor. Diane a tout expliqué en détail, de la découverte du matin au diagnostic de l'hôpital. Les inspecteurs ont écouté sérieusement et ont posé des questions aux points importants. Avez-vous remarqué quelque chose d'inquiétant dans le comportement de votre fils récemment? A demandé l'inspecteur Harper. Il se fatiguait facilement. Mais je pensais que c'était parce qu'il grandissait. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose se passait, a répondu Diane, pleine de regrets. Parlez-nous de la composition de votre famille et des adultes avec lesquels votre fils pourrait être en contact. Diane a expliqué sa rencontre avec Greg, leur mariage et leur vie de famille actuelle. Les inspecteurs ont écouté attentivement son histoire et ont pris des notes. Madame Foster, nous allons obtenir immédiatement un mandat de perquisition pour votre maison. Nous devons rassembler des preuves pour la sécurité de votre fils, a expliqué l'inspecteur Victor. Diane a remis les clés de sa maison à la police et a décidé de retourner à l'hôpital pour rester avec son fils. Dans la voiture, elle ne pouvait s'arrêter de trembler. La vie heureuse à laquelle elle avait cru s'était transformée en terreur en un instant. 2 heures après le début de la perquisition, l'inspecteur Victor a appelé Diane à l'hôpital. Sa voix était plus lourde que d'habitude, pleine de tension. « Madame Foster, nous devons parler immédiatement. Je viens à l'hôpital. »« Avez-vous trouvé quelque chose ?» a demandé Diane d'une voix tremblante. « Oui, nous avons trouvé des preuves importantes. Je vous dirai les détails en personne. » 30 minutes plus tard, l'inspecteur Victor et l'inspecteur Harper se sont rendus dans la chambre privée de l'hôpital. Tous deux avaient des expressions graves, et il était clair qu'ils allaient lui annoncer quelque chose de terrible. « Madame Foster, veuillez vous asseoir », a doucement insisté l'inspecteur Victor. « Ce que je vais vous dire est extrêmement choquant. » Diane retint son souffle. « Qu'est-il arrivé à mon fils? Qui? 3 seringues usagées ont été trouvées sous le lit de votre fille. Et dans le bureau de votre mari, nous avons trouvé un flacon de somnifère et un kit complet de prélèvement sanguin médical. » Diane était sans voix. Du bureau de Greg, de la chambre de son mari bien-aimé. De plus, lorsque nous avons examiné l'ordinateur portable de votre mari, nous avons trouvé un historique de recherche très préoccupant, a poursuivi l'inspecteur Harper. Des recherches comme méthode d'élimination d'un beau-fils, sans petites quantités indétectables, somnifères enfants dose létale avaient été répétées au cours des derniers mois. Le monde de Diane s'est à nouveau effondré. L'homme en qui elle avait confiance avait fait du mal à son fils bien-aimé, et s'était planifié sur une longue période. Ce n'est pas tout, a continué l'inspecteur Victor d'un ton lourd. Nous avons également trouvé des registres des dettes de votre mari. Il avait des dettes de jeu considérables et avait du mal à les rembourser. Et il y avait des dossiers d'enquête détaillés sur votre assurance vie. Assurance vie? Diane était confuse. Votre mari avait fait des recherches sur les versements d'assurance à votre décès et à celui de votre enfant, ainsi que sur les procédures pour changer les bénéficiaires. Nous avons également confirmé que, par le mariage, il était devenu le bénéficiaire,
a ajouté l'inspecteur Harper. En d'autres termes, votre mari avait probablement un plan pour affaiblir progressivement votre fils, pour finalement vous tuer tous les deux dans ce qui semblerait être un accident, et toucher l'argent de l'assurance. Diane s'est affalée sur sa chaise. Elle se sentait étourdie et avait du mal à respirer. Ayant des connaissances en tant qu'infirmière, elle pouvait comprendre toute l'horreur du plan de son mari. Prélever progressivement du sang, utiliser des somnifères pour brouiller la conscience, voler la force physique et finalement faire passer cela pour une mort accidentelle. C'était un plan de meurtre parfait. Veuillez contacter votre mari immédiatement. Nous devons confirmer où il se trouve, a ordonné l'inspecteur Victor. Diane a sorti son téléphone portable avec des mains tremblantes et a appelé le numéro de Greg. Cependant, peu importe le nombre de fois où elle a appelé, il n'y a eu aucune réponse. La messagerie vocale s'est déclenchée. Pas de réponse, a rapporté Diane, pâle. Laissez-moi vérifier auprès de son lieu de travail. L'inspecteur Harper a appelé le service des ressources humaines de l'hôpital. Après un moment, elle a regardé Diane avec une expression grave. Votre mari a pris un jour de congé aujourd'hui. La demande a été soumise hier après-midi. L'inspecteur Victor a contacté le quartier général par radio. Veuillez obtenir un mandat d'arrêt contre Greg Harrison immédiatement. Accusation de maltraitance infantile, tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des faits horribles sur le passé de Greg ont été révélés les uns après les autres. Son ex-femme, Linda Harrison, était décédée subitement il y a 3 ans, et la cause du décès avait été répertoriée comme une insuffisance cardiaque à l'époque. Cependant, après une nouvelle enquête, la possibilité que des traces de poison puissent être détectées dans son sang a émergé. Encore plus choquant, la belle-fille de l'ex-femme, Emily, âgée de 8 ans, s'était également plainte de problèmes de santé après avoir commencé à vivre avec Greg et était finalement décédée d'une anémie inexpliquée. C'est un tueur en série, a expliqué l'inspecteur Victor d'un ton lourd. Il a tué son ex-femme et son enfant, et maintenant il vous ciblait, vous et votre fils. La méthode est la même. Affaiblir progressivement le corps, puis faire passer cela pour un accident ou une mort naturelle. À la fin, Diane a eu la nausée. L'homme qu'elle avait aimé avait tué d'autres familles aussi. Et maintenant, ils étaient ses cibles. Mais pourquoi nous? Ne nous aimait-il pas? A demandé Diane en larmes. Pour lui, l'amour n'était qu'un outil d'exploitation, a répondu l'inspecteur Harper. Il avait également touché l'argent de l'assurance de son ex-femme et l'avait utilisé pour payer ses dettes. Quand cet argent a été épuisé, il cherchait de nouvelles cibles. Le 3e jour de l'enquête, Greg a été arrêté sur une autoroute en direction du Tennessee, après avoir franchi la frontière de l'État. Dans sa voiture, ils ont trouvé de faux passeports, de grandes quantités d'argent liquide et de nouvelles pièces d'identité. Il s'était complètement préparé à s'échapper. Dans la salle d'interrogatoire, Greg a d'abord tout nié. « J'aimais ma famille. Je chérissais vraiment mon fils », a-t-il affirmé. Cependant, face à des preuves accablantes, ces mensonges ont été rapidement exposés. « Pourquoi n'avez-vous pas effacé votre historique de recherche ?» a demandé l'inspecteur, et Greg a montré de l'agitation pour la première fois. « Cet enfant était sur mon chemin », a-t-il finalement commencé à parler froidement. « Je ne voulais que l'amour et l'argent de Diane. Avoir le fils compliquait le plan, alors j'ai pensé m'en débarrasser d'abord. » Quel était votre plan exactement? Je prévoyais de lui prélever progressivement du sang pour le rendre anémique, de l'affaiblir avec des somnifères, et finalement de le tuer en faisant croire qu'il était tombé dans les escaliers. Après cela, je prévoyais de me débarrasser de Diane de la même manière. Les inspecteurs étaient sans voix devant sa froideur. C'était un plan de meurtre calculé, sans larmes ni émotion. Parlez-nous aussi de votre ex-femme et de son enfant. Greg a répondu sans hésitation. J'ai empoisonné Linda. J'ai prélevé du sang d'Emily en utilisant la même méthode. Les deux ont été des succès parfaits. Je prévoyais de faire la même chose cette fois-ci, mais avoir Diane comme infirmière était une complication inattendue. Une mère normale n'aurait pas emmené son enfant à l'hôpital pour des symptômes de ce degré. À la fin de l'interrogatoire, Diane a demandé à rencontrer Greg. Lorsqu'elle a fait face à son ex-mari à travers une vitre blindée, elle était calme. « Pourquoi as-tu dit que tu nous aimais? Pourquoi étais-tu gentil avec mon fils ?» a demandé doucement Diane. Greg a haussé les épaules. C'était un jeu d'acteur. Pour te tromper, toi aussi. Des émotions comme l'amour n'ont de valeur que lorsqu'elles peuvent rapporter de l'argent. Diane s'est levée. Je te déteste, mais nous ne perdrons pas contre toi. Mon fils et moi continuerons à vivre.
Contrairement à toi, nous savons ce qu'est le véritable amour. Greg a affiché un sourire moqueur, mais Diane n'a pas regardé en arrière. Le procès de Greg a attiré l'attention nationale. L'accusation a prouvé ses crimes prémédités et ses antécédents criminels, et le jury a rendu un verdict de culpabilité unanime après seulement 2 heures de délibération. Greg a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour de multiples chefs d'accusation, dont tentative de meurtre au premier degré, maltraitance infantile et le meurtre de son ex-femme. Après le verdict, Diane a fait face à Greg une dernière fois. Il était menotté et portait un uniforme de prisonnier orange. Il ne restait plus aucune trace de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. « Je te déteste, mais nous ne perdrons pas contre toi », a dit doucement Diane. « Mon fils et moi continuerons à vivre parce que nous savons ce qu'est le véritable amour. » Greg n'a pas répondu. Il a juste lancé un regard froid. Diane a quitté la salle d'audience sans se retourner. 1 an après le procès, Diane et Jacob avaient déménagé dans la banlieue de Denver, au Colorado. C'était pour guérir leurs blessures émotionnelles dans un nouvel environnement et commencer une nouvelle vie. La santé de Jacob s'était complètement rétablie. Il s'est fait des amis dans sa nouvelle école et a retrouvé son sourire éclatant. Diane travaillait comme infirmière dans un hôpital général local tout en commençant un travail bénévole auprès d'une organisation de soutien aux victimes de maltraitance infantile. En aidant d'autres victimes grâce à sa propre expérience, elle a trouvé un moyen de guérir ses blessures émotionnelles. « Écoutez, votre histoire m'a donné du courage », a remercié une jeune mère à Diane. « Moi aussi, je protégerai mon enfant. » Grâce à son travail de soutien, Diane a rencontré de nombreuses familles de victimes. Chacune portait des souffrances différentes, mais l'amour des mères essayant de protéger leurs enfants était universel. Pendant ce temps, Greg en prison était intensément ostracisé par les autres détenus en tant que maltraitant d'enfants et a été contraint de vivre en isolement cellulaire. Sa personnalité manipulatrice est restée inchangée même en prison et il n'a montré aucun remords lors des séances de conseil. Un psychiatre lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale et a écrit dans le rapport qu'il n'y a aucune perspective d'amélioration par le traitement. Greg ne regrettait pas ses actes criminels, mais seulement d'avoir été attrapé lorsque son plan a été exposé. Une enquête plus approfondie a révélé les mouvements de Greg au cours des 20 dernières années en détail. En conséquence, il est apparu qu'au moins 3 autres familles étaient probablement ses victimes. Dans divers endroits, il était entré dans des familles en tant que beau-père idéal et les avait détruites en utilisant des méthodes similaires. Un soir de printemps, après avoir terminé ses devoirs, Jacob a demandé à sa mère « Maman, qu'est-ce que tu penses être une vraie famille ?» Diane a doucement serré son fils dans ses bras et a regardé le ciel du coucher de soleil s'étendre par la fenêtre en répondant « Ce n'est pas le lien du sang, Jake. C'est le sentiment de prendre soin l'un de l'autre et de se protéger mutuellement, quelles que soient les difficultés. Comme nous. Penses-tu que Greg nous considérait comme une vraie famille ?» a demandé tristement Jacob. C'était quelqu'un qui ne savait pas comment aimer. Mais cela n'a rien à voir avec nous. Parce que nous connaissons le véritable amour, nous pouvons devenir une vraie famille. Jacob a souri, soulagé par les paroles de sa mère. Il était devenu plus actif à l'école et avait rejoint l'équipe de baseball, se faisant de nouveaux amis. Il faisait encore parfois des cauchemars, mais grâce au suivi psychologique, leur fréquence diminuait progressivement. Dehors, une nouvelle matinée était sur le point de commencer. La nouvelle vie de Diane et Jacob se poursuivait également avec un espoir certain. Ils avaient acquis le lien d'une vraie famille qui transcendait les liens du sang. Le lien entre les deux qui avait surmonté les difficultés était devenu beaucoup plus fort qu'auparavant, car ils avaient connu la trahison et la peur. Ils comprenaient profondément la préciosité de l'existence de l'autre. Et surtout, ils savaient que le véritable amour ne consistait pas à exploiter les autres, mais à se soutenir mutuellement sans condition. Sous le ciel bleu de Denver, mère et fils se tenaient la main en accueillant un nouveau jour. Les cicatrices du passé restaient, mais plus que cela, l'espoir en l'avenir remplissait leur cœur.